Un jour, peut-être. C'est étrange, mais jusqu'à présent, je n'avais jamais pensé ni à une maison, ni à une famille. Il faut pourtant que je m'absente. Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. On est en pleine saison d'été et que de mieux de choisir un livre qui nous permet justement de voyager sur l'océan où se trouve un vent frais, un beau soleil et surtout pas un univers d'où est la collection de ce livre. Je parle bien du 4e volume de La Quête du Graal. Hey Fred, on est à bord d'un navire gréco-romain sur la mer Égée en partant pour plusieurs destinations. Fred, où est notre Excalibur Junior? Où sont nos sortilèges? On n'a plus rien, on est dans la mouise. Comment ça va, mec? Bah ça va, encore une fois content de te retrouver toi et les auditeurs. Oui, alors la quête du Graal, le 4e, la saga de l'été. L'été, c'est les sagas. Pour être franc avec vous, l'été est un peu chamboulé, donc vous voulez faire Sherlock Holmes, et tu me confirmeras ou pas, Xav. Vous voulez faire Sherlock Holmes et la quête du Graal. Spontanément, on voulait plus faire Sherlock Holmes que la quête du Graal, mais malheureusement, feu Herbie nous a quittés. Et, voulu quand même faire rapidement un épisode à sa mémoire. Et donc voilà ce Quête du Graal 4 qui déjà spontanément l'univers Quête du Graal malheureusement nous a pas encore révélé toutes ces merveilles à nous en tant que joueurs. Donc là oui, une certaine appréhension quand même, peut-être pas aussi haute que celle pour un Ian Livingstone, mais une petite appréhension avec Herbie. Mais content de retrouver son travail quelque part et de retrouver le personnage qui se cache derrière l'écriture. Surtout ça, ouais. Oui, exactement. C'est l'occasion justement de parler de Herbie qui nous a quittés en début d'année, 2024. Donc voilà, on replonge dans son écriture qui est vraiment remplie de charme. Il essaye vraiment de garder notre attention avec son côté très humoristique qui est rempli de charisme. Donc ouais, Herbie, tu nous quittes, mais tu seras toujours dans notre cœur et notre mémoire d'aventurier des livres-jeux. Allez Fred, sans plus tarder, hisse la voile, c'est parti. Alors mec, nous sommes en 1986, le voyage de l'effroi. On est à sa 3e édition en France. Il est toujours disponible à ce jour en grand format. Les 4 du Graal, c'est ce mélange d'humour, d'originalité et d'aventure qui a toujours bien plu à pas mal de lecteurs de livres-jeux. Mais avant d'entamer les biographies des différents participants de ce livre, parler des artistes, de Herbie et même de la traductrice Janine et Hérisson, discutons plutôt comme d'habitude. Prenons la DeLorean et allons en 1986. Fred, what's going on en 1986 au cinéma? Et ben là, j'ai envie de dire, on va faire un peu travailler les auditeurs pour une fois, parce que on va pas vous faire une capsule temporelle, on va poser un petit quiz. Oh, génial! Je peux jouer aussi? Non. Toi, t'es puni, tu peux pas être organisateur et votant, ça ne se fait pas comme ça, il faut une séparation de l'ordinateur et du player, c'est comme ça. Mais je savais pas, moi. Bon, bah tant pis pour moi, alors ça marche. Voilà, je suis le garant des règles, donc non, ce n'est pas possible. Par contre, on donne pas les réponses. Donc, elles sont simples. Allez, je vous fais la première. Tu veux peut-être les lire, du coup, les autres aussi, vu que tu peux participer. Vas-y, fais la première, je fais la deuxième. D'accord, donc on va parler cinéma. Donc, en 1986 sort un film d'horreur avec un scénario très original. Un scientifique invente une machine à téléportation, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Il va se transformer en insecte. Quel est ce film ?
Oh, ça alors, je sais vraiment pas ce que ça peut être. Non, c'est un peu difficile. 86, c'est très loin. Je pense que personne ne se souvient de ce film, pas du tout précurseur, mythique. Bref. Bon, petite idée quand même. Allez, le deuxième, c'est quoi? Ok, ça marche. Allez, j'arrête mon sarcasme. Sautons, Fred, au sujet de la télévision. En 1986, sortie en France une nouvelle chaîne de télévision, TV6. Elle ne dura qu'un an. Quelle était la particularité de cette chaîne? D'accord. En fait, quelque part, j'aimerais bien qu'on ait les réponses quand même. On va se rapprocher de Fabien. C'est tout. Voilà. Et puis, vas-y, Fred, un petit sujet sur la musique. T'as une question pour nous? Oui, en 86, toujours, une chanteuse britannique sort Touch Me, I Want Your Body. Il sera numéro 1 dans 17 pays. La chanteuse se fait remarquer surtout grâce à ses formes très avantageuses, on va dire. Mais son succès faiblira au fil du temps. Who is it? Quelle est cette charmante jeune fille? Je vous laisse réfléchir à cette question à 95D. 100 ou 100 E, je sais pas. Ça fait beaucoup de points en tout cas. Allez, une dernière question. Sautons justement aux jeux vidéo. Voilà, en 86, sorti le premier jeu vidéo d'une longue saga à succès où le héros est armé d'un fouet. Il doit affronter des monstres aux longues canines. Quel est ce jeu? Ah oui, je me souviens de ce jeu avec ces chiens aux longues canines. C'était des gros chiens. Oui, c'était des chiens. Hein. C'était des chiens. Hein? Non, je fais ça. Bah oui, je me dis merde. Ok. Bon bah écoutez, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui réussissent ce quiz, Fred? Il faudrait qu'on offre quelque chose quand même au premier qui répond. T'as une idée spontanée, non? Ouais, écoute, je regarde autour de moi. Oui, j'ai absolument ce que j'ai. Je peux m'engager. Alors c'est un petit cadeau, hein, c'est juste pour rigoler ensemble. Mais voilà, ces temps-ci, en fait, j'ai une machine à faire des badges. Je peux justement proposer de faire des badges au thème des couvertures des livres dont vous êtes le héros. Voilà, donc le gagnant aura en exclusivité 6 badges. Voilà, donc si vous gagnez, vous êtes là, moi j'aimerais bien avoir quand même un badge avec la couverture qui déchire tout, la grosse tête du monstre de la citadelle du chaos. Bah moi je suis absolument partant et je m'engage justement à créer ce badge et je vous les envoie, vous n'aurez rien à payer, voilà, ça sera de notre part. Voilà, j'anticipe un peu parce qu'on n'avait pas prévu de cadeau. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Ouais, mais j'ai envie de participer du coup. Mais t'as pas le droit, c'est toi qui avais fait les règles. Mais promis, ce qui me manque, moi, c'est un nouveau t-shirt, par exemple. Tu vois. Parce que le mien, je conserve il est top, mais un petit t-shirt mis à jour. Oh mon dieu, il faudrait qu'on fasse ça quand même. On est en train de discuter avec un excellent artiste ces temps-ci. Donc c'est peut-être l'occasion de se faire un logo très spécifique, peut-être de revamper le logo du podcast dont vous êtes heureux. Nous verrons. On a pas mal d'idées. Il peut peut-être se passer des trucs cool. Qu'en dis-tu, Fred? Oh, de toute façon, au bout de 10 ans, on peut s'amuser un peu quand même. Exactement. Bah ouais. Donc voilà, le gagnant, vous avez le choix, et même si vous voulez que ça soit des vignettes du podcast, ça sera avec plaisir. Encore plus plaisir pour nous, parce que voilà, on passe du temps à les faire, on s'éclate bien à les mettre. Voilà, c'est toujours de proposer une illustration pour nous qui évoque parfaitement l'aventure que nous avons vécue. Allez, Fred, comme d'habitude, sans plus tarder, plongeons directement dans l'univers de ce livre en discutant de sa couverture. Pam, padadam. Tu me fais un peu un OIS là de la galère romaine? OIS. Pom, 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 OIS. Hey, oh. Hey. Au moins on est dans l'univers là. Alors mec, voilà, parlons de cette couverture directe comme d'habitude. C'est un grand mensonge, sacrilège, what the fuck. Ah non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on a sur la couverture? On a quand même des superbes couleurs. On a ce beau dégradé en arrière-plan avec un Saxon digne du groupe de métal. En plus Saxon qui est à l'avant avec une hache qui tient le front. Comment ça s'appelle, l'avant du bateau? La proue. C'est un nom. La redit? La proue.
la proue, qui tient la proue avec une main bien épaisse là de guerrier, avec sa barbe, son casque à cornes. Voilà, donc ça se voit, c'est le Saxon. En fait, tu racontes n'importe quoi, c'est Pipe. Je le sais, c'est Pipe. Qu'est-ce que tu racontes? Non, okay, mais oui, t'as dit que la couverture était mensongère. Ça aurait été mensongère si on avait représenté Pipe en... Non, c'est Guenièvre. Oui, c'est Guenièvre. C'est Guenièvre. Voilà. C'est une femme à barbe. Ouais, on peut peut-être... elle n'est pas aussi mensongère que ça, finalement, si on veut, mais bon... Alors, je m'explique. Alors, commençons déjà par vous expliquer pourquoi on dit qu'elle est mensongère. On peut pas utiliser le terme saxon dans cette aventure, déjà, en fait. Absolument, ça c'est vrai. C'est que cette aventure se passe pas du tout dans le monde Pendragon, mais en fait dans aucun monde. Peut-être 80% Grèce antique, 10% littérature anglaise classique du XXe siècle et 10% n'importe quoi. Vous allez voir pourquoi. Je suis un peu méchant, mais je souhaite pas être méchant en tout cas. C'est juste quand je dis n'importe quoi, s'il y a des choses quand même qui apparaissent de nulle part. Par exemple, des grottes grecques où il y a des T-Rex. Voilà, c'est ce que je veux dire par un petit peu du Narak. Disons que c'est un portail temporel qui a fait un beau mishmash, un beau mélange, une belle choucroute. Alors voilà, normalement cette couverture devrait représenter plutôt Jason et ses argonautes avec sa toile d'or, ou Long John Silver de l'île au trésor, ou Pipe, ce qui serait encore mieux, mais non, on n'a pas le droit à Pipe. Et donc on a une représentation qui est quand même le synopsis de cette aventure, c'est que les Saxons arrivent pour envahir et conquérir le royaume d'Arthur et détruire les chevaliers de la table ronde. Donc oui, quand on voit cette couverture, on se dit ah ok, intéressant, mais il ne s'agit pas du tout de cela qu'on vient de résumer. Donc voilà pourquoi on dit que cette couverture est mensongère, mais pas vraiment, parce que oui, il y a une invasion des Saxons, mais on la vit pas du tout, elle nous est même pas racontée, quoi. Donc, bref, Fred, c'est quand même une illustration que je trouve assez sympa. Si tu nous parlais justement de l'illustrateur John Howe. Oui, qui est un petit peu connu sur le podcast, mais nous aimons bien retrouver les artistes. Donc, John Howe, c'est un artiste canadien, ça change un petit peu, qui est né en 1957. Illustrateur de la première édition, très connu pour avoir travaillé pour les œuvres de Tolkien, avoir été le directeur artistique des films du Seigneur des Anneaux. Donc, je pense que ça vous parle, on en a déjà parlé, effectivement. C'est une référence pour tout ce qui concerne le Moyen-Âge et le fantastique. Et son art, son amour, Cocorico est arrivé en faisant un voyage en France quand il était étudiant. Et il a vu la vue de la cathédrale de Toulouse et il a eu un coup de foudre. Et pour lui, c'était une ouverture sur le Moyen-Âge, au fantastique, aux créatures mystiques de la forêt. Il a fait donc plus de 200 illustrations de couverture de romans. Il vit en Suisse actuellement. Il adore voyager. Souvent près de la mer ou là où il y a un océan. C'est un amoureux du ressac, du bruit, de la présence de l'océan. C'est vrai que ça peut être apaisant pour un artiste. Ça l'inspire et ça lui donne des tas d'idées pour ses créations. Il est un peu touche à tout. Depuis Seigneur des Anneaux, il est constamment appelé pour des films ou des séries télé sur l'Heroic Fantasy. Je pense que en fait, tout le monde connaît son travail, mais on ne sait pas que c'est forcément lui derrière. Et il faut savoir aussi donc qu'il est sculpteur. Et il travaille aussi, là c'est un peu plus chez ses relations en Suisse, avec des horlogers, des artisans suisses, Jacques Edros, pour des montres de luxe, ultra luxe. Superbe collection avec des dragons, avec des petits mécanismes d'automates, où on est en plein steampunk. Non, je l'exagère un peu, mais c'est vraiment des belles montres. Voilà, par contre, c'est Uber level, vous comptez c'est le prix de deux Aston Martin, quoi, pratiquement 400 000 €. Bon, bref, vous voyez, c'est d'un autre monde. Un mini-jet privé. Je te dis, je connais pas le prix des mini-jets, je me suis jamais intéressé à ce genre de truc. Mais tu dois avoir raison. Je pense même que c'est plus cher que ça. Oh merde. Tu me donnes le prix au moins d'une de ces montres? Ah bah c'est 363 000 pour être exact, pour la moins chère. Tu veux dire 363 $? Oui, fois 1000. Eh ben, ouais, ça fait quelques fiches de paye, hein. Ah bah oui, c'est même plus des fiches de paye qu'il faut avoir. Bref, je sais pas ce qu'il faut avoir pour s'acheter une montre pareille. Bon, s'ils existent, ce qu'on n'aura jamais. C'est qu'il y a une clientèle. Et maintenant, donc John, vous voyez, il a bien réussi pour le coup.
Il continue également la peinture dans le fantastique et l'heroic fantasy. Et il écrit. Parce qu'il dit que parfois la peinture, ça ne l'inspire plus. Donc il écrit, ça lui donne de nouvelles idées. Il a 66 ans, il bouillonne d'idées et n'est pas prêt de s'arrêter. Donc John Ho, c'est vraiment une référence. Et c'est vrai qu'il est un peu plus jeune que les artistes dont on parle d'habitude. Et donc en fait, il est encore contemporain. Donc il fait encore des choses. Donc en fait, vous connaissez le travail de John Ho, j'en suis pratiquement sûr. Donc c'était lui pour la couverture et franchement moi le total respect pour l'illustrateur intérieur parce que j'ai beaucoup aimé son travail. Tu nous en parles plus, Xav? Ouais, ça marche. John Higgins. John Higgins, c'est un Britannique, voilà. C'est lui le dessinateur des illustrations intérieures. Je suis fan aussi, Fred, elles sont vraiment amusantes. Très jeune, voilà, il est fan de science-fiction. Enfant, il était mauvais élève, voilà. Il n'arrêtait pas de dessiner partout sur les tables, sur les murs, où que ça soit, sur le plâtre de ses potes, voilà. Donc, tous ses cahiers d'école étaient couverts. Forcément, les profs à l'époque, c'est pas bien, t'en fous pas une. Un petit peu comme on voit dans le film de Pink Floyd, The Wall. Donc, qu'est-ce qui se passe? Higgins, il dit « Je vous emmerde !» et il va à l'école des Beaux-Arts, voilà. Ses premiers travaux sont des illustrations de couverture de livres, voilà. Pochettes de disques, des affiches qui carburent, voilà. Il fait aussi des illustrations médicales, des publicités, des peintures murales extérieures et des peintures lors de ses performances d'artiste, voilà. Donc voilà, Higgins, il vit de sa passion et ça se voit qu'il en est très heureux. À chaque fois qu'on voit des images de lui dans les salons, il a un de ses sourires comme quoi il se dit « Hey, je fais ce que j'aime et je suis heureux. » Et ça fait plaisir à voir un artiste. Alors justement, Higgins, quand il était plus jeune, il lisait une revue anglaise spécialisée dans la science-fiction, un petit peu comme Metal Hurlant en France. Bien sûr, c'est la revue emblématique britannique 2000 AD, hein, là où est né Judge Dredd et plein d'autres personnages, les ABC Robots, Hello Jones, bref, voilà. Et en lisant, voilà, il a voulu essayer justement la bande dessinée, ça lui a plu immédiatement de créer des histoires. Et donc, ce sont les séries Judge Dredd, John Constantine et Batman, voilà, qui lui apporteront une reconnaissance des professionnels et du public. C'est le succès pour lui. Il est considéré aujourd'hui comme un pilier de la bande dessinée américaine et anglaise. Il est indépendant, travaille chez lui du matin au soir, tous les jours de la semaine. Le mec, il lâche pas. Il s'accorde peu de repos, mais il est content de sa vie. Et il se voit pas faire un autre métier du tout. Le mec, il incarne Judge Dredd. Au lieu que c'est lui la loi, c'est lui l'artiste. Voilà. Et c'est un grand fan aussi de films d'horreur. Voilà, il aime les films, les classiques comme le The Thing de John Carpenter, Alien de Ridley Scott. Voilà, il aime le mélange d'humour horreur aussi. Voilà, mais il déteste les films de torture comme Saw ou Hostel où les personnages sont impuissants, ils n'arrivent pas du tout à s'en sortir. On a lu dans un petit interview où Higgins y donnait un petit peu son avis sur les films d'horreur. Très discret sur sa vie personnelle, voilà, on n'en sait pas plus sur lui. Il faut vraiment fouiller pour essayer de trouver des petites interviews, mais ce sont des perles à chaque fois parce que Higgins révèle un petit peu plus voilà, qui il est, ses préférences, ce qu'il aime regarder, donc c'est sympa quoi, qu'on s'accroche à un artiste qui peut nous inspirer. Et puis Fred, ramène-nous en France pour cette nouvelle collection, la 5e édition, si je me trompe pas. Parle-nous de Julian Nguyen. You. Oui, il me semble qu'on en a déjà parlé. C'est un artiste français. Pour vite, rapidement, pour vous présenter la couverture, le voyage de l'effroi, il y a un bateau. Là, on le voit en entier, mais plus petit. Et il s'approche de l'île du Crâne, qui est une partie de l'aventure où l'île ressemble effectivement à Crâne. Donc là, en fait, on met plus en valeur le crâne qui ressemble à des rochers avec le petit bateau, le frêle esquif qui s'en approche. Et moi, j'ai envie de dire, ça fait un peu presque histoire de pirate. Bon, encore une fois, bref, c'est personnel. Bon, après, elle est quand même bien faite, grosso modo. De toute façon, Julien Nguyen, vous verrez, il est quand même renommé. Donc, c'est un jeune illustrateur français qui travaille en freelance. Il est aussi bon dans l'animation, le dessin que le jeu vidéo, la télévision, pour différents pays à travers le monde. Et donc, lui, sa spécialité, c'est les personnages ou les décors. À savoir qu'il a donc participé, et ça nous fera plaisir à tous, au décor du jeu vidéo Streets of Rage 4. Et comme le dit Fabien, c'est son avis, la mythique et la meilleure saga Beat'em All éditée par Sega en 2020. Pour une fois qu'on parle de Sega dans le podcast. Oh, de toute façon, nous, on adore les 16 bits, même la PC Engine. Ouais, c'est plus fort que toi. Et non, même la PC Engine, elle a le droit de parole, je veux dire, viendez, quoi. Aucune ostracisme envers Sega, on s'est tous éclatés.
On La est obligé de NEC. se justifier. La NEC, le PC Engine, ouais. Ouais, non, mais c'est bon, bref, c'est toute une période dorée pour nous, nostalgique. Ah oui. Bref. Ah bah oui, oui. Et donc, Julien Nguyen, pareil, c'est un contemporain, donc, qui est assez renommé. Donc, je pense que l'un dans l'autre, si vous êtes un peu geek, vous avez été confronté, entre guillemets, à son travail. Donc, oui, c'est pas une mauvaise couverture, mais je trouve que bon, ça loupe un peu encore une fois le. Pourquoi pas? En fait, si on veut faire court, Herbie s'est éclaté avec la mythologie grecque. Il nous a fait un peu un mélange de, la toison d'or avec deux trois trucs qu'il aime bien. Et en fait, c'est une relecture de la mythologie gréco-romaine. Donc pourquoi pas le mettre bien plus en avant en mettant le cyclope, la toison d'or ou que sais-je, vraiment me mettre dans l'ambiance, parce que là, en fait, je trouve que c'est un peu trop peur. Bon, bref. Ah, moi je l'aime bien cette couverture. Je la trouve vraiment chouette. Nguyen, il a vraiment. Pardon, Nguyen Yu, Julian. Il a vraiment bien réussi à créer l'atmosphère, je trouve, parce qu'on voit bien que c'est un bateau grec et pas un navire, un drakkar ou un navire saxon. Donc il nous met déjà dans l'ambiance correcte. Avec l'île existe en plus dans le livre, hein, cette île de crâne comme ça, avec cette brume verte qui descend vers la mer, et puis on voit au fond un coucher de soleil avec une tempête de foudre qui a l'air d'éclater à l'horizon. Moi je l'aime bien. Tu n'es pas fan toi de cette couverture? Pas ton truc trop? Si, elle est bien exécutée, mais je trouve pas qu'elle soit très représentative de l'œuvre en fait. C'est juste que pour moi, bon après le bateau, tu dis qu'il ressemble à un bateau grec, faut quand même s'y connaître. Regarde, il a la voile. Ouais, il a la voile comme ça, je trouve. Ouais, c'est un peu comme ça les bateaux grecs, ouais. Ouais, personnellement, j'aurais pas fait le rapport tout de suite. Pour moi, c'est pas obvious. Bon, bref, c'est un détail. Mais non, moi, je trouve que moi, ça me fait penser à l'île au trésor. Voilà. Le voyage de l'effroi, c'est une histoire de pirate. Je suis con. Il a pas tort. Il y a Long John Silver dans le livre. Ouais, vite fait. Mais après, effectivement, oui, en fait, le cœur de l'aventure, c'est parcourir plein d'îles pour trouver des clés. Donc effectivement, c'est un peu une sorte de pirate dans la mythologie grecque, avec pour toile de fond Excalibur qui a disparu, et puis des momies, puis donc en fait, qu'est-ce qu'on fait là-dedans quoi. Une momie. Il y a des pyramides aussi. Non, bon bref, voilà, donc on va parler de Herbie. Parlons de Herbie Herbert Brennan, voilà. C'est cette année que nous a quitté James Herbert Brennan à l'âge de 83 ans. Voilà, il est décédé le 1er janvier. Il était irlandais et auteur à succès, et pas uniquement pour les 4 du Graal. Il a écrit au total, Fred, 116 livres qui sont sortis dans 54 pays. Alors enfant, on le sous-estimait, on lui disait qu'il rêvait de trop, qu'il devait faire un métier traditionnel comme tout le monde, blablabla. Bla, bla, bla. Herbie, il a pas lâché ses rêves, voilà. Il rêve même d'être magicien, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait des études dans le journalisme, tout en s'intéressant dans le paranormal. Il absorbe, il s'inspire. Il est fasciné par l'hypnose, voilà, il commence à faire des conférences sur l'ésotérisme, et il passe ses journées à écrire quand il ne travaille pas au fil, voilà, du temps. Il enchaîne les livres dans tous les genres, les romans d'amour, d'horreur, le paranormal, les romans jeunesse, le développement personnel, et en vieillissant, tristement, il est atteint de la maladie Parkinson, qui le freine brutalement dans l'écriture. Voilà, il peut plus trop faire ce qu'il veut. La maladie l'handicape énormément et le démoralise. Voilà, sa deuxième femme et ses 2 fils de son précédent mariage, voilà, l'aident beaucoup à surmonter sa maladie. Il aime qu'on l'appelle Herbie et se considérer comme artiste et non pas écrivain. Il laisse une œuvre importante qui n'est pas oubliée, et beaucoup de ses livres continuent d'être réédités à travers le monde. Donc voilà, repose en paix, in memoriam, Herbie Brennan. Il va énormément nous manquer, mais Herbie nous a offert un héritage incroyable pour s'échapper dans ces mondes d'heroic fantasy, d'aventure, et juste de profiter de sa créativité. Herbie, we love you. Mais oui, Herbie, c'est déjà un surnom, quoi. C'est-à-dire qu'on utilise son surnom, c'est qu'on l'adore. Hein. Herbie. Et puis parlons aussi de quelqu'un d'autre, Fred, qui est aussi décédé. Rendons leur hommage. Parle-nous de la traductrice. Oui, Janine Hérisson, qui est un peu connue dans notre micro-univers des défis fantastiques. À savoir, donc, dans les premières éditions, elle est créditée comme la traductrice. Et dans la nouvelle édition, Gallimard la remplace par Henri Robilot, son mari. On ne sait pas trop ce qui s'est passé.
La traduction est exactement la même, donc il n'y a pas eu de changement entre les deux versions. Impossible de me démêler ce sac de nœuds intrigant, comme toujours dans l'édition, qui reste un mystère en France, quand même, sur leur façon de procéder parfois. Et donc, notre Janine Hérisson était spécialisée dans la littérature anglaise et américaine, et surtout les romans noirs, mais pas que. Biographie, romans jeunesse, documentaires avec plus de 100 traductions à son actif. Et comme tu disais, elle nous a quittés, et pour elle, c'était en 2014. Donc oui, c'est un nom que vous pourrez revoir dans le podcast, et merci en tout cas pour avoir su garder l'humour de Herbie, parce que l'humour est présent dans les traductions. Ouais, ça a dû être une tâche pas facile du tout, hein, parce que de bien recopier cet humour, cette façon très spécifique de parler au lecteur, à nous le joueur, parce que Herbie se rend très très présent hein, quand on se lit dans ce film. En fait, c'est Herbie, à la base, c'est Merlin qui nous parlait dans les précédents livres. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est Herbie qui nous parle, en fait. C'est vraiment son ton, sa voix, voilà, qui nous accompagne à travers cette aventure, qui n'hésite pas justement à faire des commentaires, comment dire, colorés, c'est ça, Fred, d'ajouter un petit peu plus de saveur à la situation présente. Et il y a des moments où je me suis bien éclaté, et bah voilà, j'ai hâte qu'on en parle. Donc Fred, écoutons un morceau de musique. Sors, vas-y, attrape le bac à vinyle là sous la table. Mais dis donc qu'il est lourd là, tu l'as encore chargé là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, oui. Je vais voir les récents, c'est au fond. Bah, j'ai récemment acheté une énorme collection de bandes originales de jeux vidéo PC. Tiens, regarde au fond, là, il y a la collection des Elder Scrolls. Choisis-en un. Ah oui, tiens, alors, mon père il jouait à ça tout le temps, c'était en fond sonore. Attends, je vais te trouver un truc. Ouais, vas-y. Attends, ça me parle ça. Ouh. Oh, t'as bien choisi, la Elder Scrolls 3. Eh bah tu vois, ouais, Morrowind. Yes. Alors tu veux mettre quel morceau là à l'arrière? L'ambiance musicale du monde de... je connais pas. C'est juste qu'on perd les jeux tout le temps. Ah, la route la plus voyagée. Il est bien celui-là. Ouais, c'est sur la phase B, tiens, mets-le. Ça, c'est les morceaux qui jouaient, tu sais, quand on se baladait dans le monde, juste, qu'il n'y avait pas de baston, que dalle, c'est juste l'aventure. Moi, je me souviens que mon père, il s'était mis contre un mur, son personnage l'avait mis contre un mur, et il avait mis un marteau sur la touche espace du clavier, et son mec, il sautait pendant des heures pour que mon père mangeait, ou qu'il lisait son bouquin et tout. Mais c'est un truc de malade. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il fait, ah, mais comme ça, il s'améliore en saut et tout. Il a pas tort. Oui, il a pas tort, ton père. Il le faisait courir tout droit dans ce contre un mur. Le mec, il courait. Ah, c'est marrant que tu aies choisi cette BO, parce que dans mon bureau, j'ai quelques cartes de monde fantastique. Hein. J'ai la Terre du Milieu, mais j'ai aussi la carte de Vandenfell. Donc, c'est l'île, justement, des elfes noirs. C'est Morrowind, là où se passe le jeu de Morrowind. Et donc, je suis en train de la regarder, là, pendant que je te parle, et ça me donne envie, en fait, J'entends la musique, là, déjà, dans ma tête, tu sais, de voyager. Bah, écoute, je te propose, justement, qu'on prenne notre bâton de marche et qu'on se rend à Balmora pour une petite bière d'elfe. Moi, j'y vais en sautant et en courant. Voilà, ça, je me booste. Eh ben écoute, moi je vais faire des tours, je vais courir autour de toi pour monter mon agilité. Allez, sans blague. Attends, allez, on vous dit à tout de suite, on se retrouve bientôt. Oui, à tout de suite.
Bon, t'as gagné combien d'XP là en sautant? J'en sais gagné un tonne, mon gars, je peux pas savoir. Un XP, ça fait toute la différence. Écoute, on est prêt pour l'aventure. Montons à bord de notre vaisseau grec. Discutons de l'aventure du voyage de l'effroi. Fred, tout commence avec une introduction sur Merlin, qui s'achète une nouvelle propriété, qui emménage au fond d'un puits, dans une bulle d'air, qui est bien sûr un peu comme le TARDIS de Doctor Who, hein, qui est beaucoup plus grand à l'intérieur que ceux de l'extérieur. Et ça lui permet justement d'écouter toutes les mégères, mais aussi le gossip, qui est quand même, très croustillant, rempli d'informations pour ce Merlin. Oui, c'est une introduction assez classique, j'ai envie de dire, dans la quête du Graal, avec ce 4e mur qui est cassé. Merlin s'adresse vraiment à nous, lecteurs. On doit se transposer dans le corps de Pip. Et là, effectivement, le début de l'aventure, c'est les femmes qui nettoient le linge au bord du puits, qui racontent les rumeurs, les gossips. Et c'est là qu'on apprend en fait qu'il y a une invasion saxonne, que Excalibur a été perdu, et qu'en gros que personne ne va se lever contre eux, et que c'est déjà presque la débandade. Et bien sûr, Merlin, affolé, veut faire appel à nos services, malheureusement, pour une raison qu'on ignore et qu'on apprendra par la suite. Cette fois-ci, en nous demandant à nous lecteurs de nous ramener dans le corps de Pip, au même moment, il a eu un choc sur la tête, donc tout ne s'est pas passé comme prévu. Et ce qui faisait un peu la saveur des 3 premiers épisodes, c'est qu'il y avait vraiment une évolution de Pip, avec sa feuille de personnage, ses objets, son équipement, et en fait qu'on passait d'inconnu à chevalier. Là, vous arrivez dans Quête du Graal 4, vous avez plus de pouvoir, vous avez plus d'épée, vous avez pas d'équipement, à la rigueur, vous savez même pas ce que vous faites ici, et limite, vous êtes le lecteur qui arrive, et Pip, il a même plus d'historique. Donc débrouillez-vous, et génial, vous sortez de la pièce, vous avez un plan, le premier plan de l'aventure. Et pour être franc avec vous, oui, l'histoire normalement doit se composer en 3 actes, on présume. Et là, vous êtes dans le premier. Ce plan, vous saurez à quoi il correspond assez rapidement. Et pour faire une petite aparté, pour ceux qui savent, la quête du Graal, donc c'est hors défi fantastique. Herbie, en France, bon, ça a été édité, bon bref, c'est pas la même collection, donc il y a des règles différentes. Et pour une fois, c'est assez simple dans ce monde-là. En gros, on jette 2 dés pour savoir qu'est-ce qu'il y a l'initiative. Celui qui gagne l'initiative, il tape le premier. Souvent, faut faire 6 ou plus pour réussir à taper. Vous faites la différence entre le score que vous avez fait et ce score de 6, ça vous donne le point de dégâts que vous faites à l'adversaire, sauf s'il a une armure, tout ça. Donc système assez simple. Et ce qui devient un peu compliqué, c'est qu'en fait les jets pour réussir peuvent diminuer ou augmenter. Donc il y a des personnages qui peuvent taper à 4, d'autres à 2, d'autres à 8. Bon, bref, et après il y a des arbres qui donnent des bonus. Vous voyez un système assez simple. Un système d'XP aussi qui est mis en place. Voilà. Bon, c'est assez classique, ça fonctionne bien, mais en fait, le cœur du jeu n'est pas là chez Herbie, et c'est dans l'aventure. Et comme on le disait, donc, ce premier plan, je sais pas pourquoi, moi, je me suis dit, je vais être obligé de me taper toutes les salles. Est-ce que tu as eu la même impression? Ouais. C'est le cas, hein, ouais, comme tu as dit, il y a vraiment ces 3 chapitrages. Le premier, bien sûr, c'est on se balade à travers ce vaisseau. On est prisonnier, nous, Pip. J'aime bien la mise en ambiance, Fred, dès le début, comme on parle de l'aventure. Commençons par la première situation. Pip qui se réveille, nous, dans cette salle, on se rend compte immédiatement qu'il y a un souci d'invocation. On y est, on nous demande ce qu'on veut faire, on sent que... J'ai bien aimé cette description. Herbie, il a une façon ici de nous raconter comment l'atmosphère est, comme quoi on sent que... On voit à travers un hublot ou un rond, une ouverture ronde dans le mur que on dirait que l'horizon monte et descend. Bon, nous, on comprend rapidement qu'on est en haute mer, mais il y a une façon de la décrire qui est assez bien faite, comme quoi Pip se réveille vraiment. Nous, on se réveille pas d'un coma, mais d'une transportation extraordinaire, dimensionnelle, dans un autre univers, et voilà, on essaye de reprendre un peu nos sens. On peut fouiller cette pièce, on peut insister. Moi, je sais pas pour toi, j'ai fouillé le matelas en paille,
qui est tout dégueulasse, il nous dit bien rempli de pisse, enfin qui est dégueu, et j'ai trouvé une dague grouillée, ça m'a permis d'avoir une arme. Et notre but, voilà, ce premier chapitre, c'est vraiment de... on se rend compte vite fait que si on monte en haut du vaisseau, il est gouverné par des ennemis, des gens qui nous veulent du mal. Et donc voilà, il va falloir trouver des prisonniers, hein, peut-être des gens qui vont pouvoir nous aider. Et c'est là où on découvre des argonautes, dont un qui s'appelle Jason. Haha, petit clin d'œil de Herbie. Alors, j'étais curieux d'un coup, je lui ai dit, tiens, ça c'est intéressant, on n'est pas du tout dans l'univers de Pendragon. On est dans l'univers grec antique, mythologique. Et ok, c'est intéressant, vas-y, je joue le jeu, je me demande ce qui va se passer. Peut-être c'est cette introduction qui va nous laisser dans cet univers-là, et puis on va enfin... Parce que j'avais hâte de retrouver Merlin, et je t'admets que je commence à avoir un petit attachement à Excalibur Junior, malgré qu'elle nous parlait moins. C'est marrant, le plus longtemps je me sépare de cette série, que quand j'y replonge, j'ai envie de retrouver un petit peu ces petits aspects qui m'agaçaient, je vous l'admets, hein, dès les premiers volumes, mais maintenant je dis, tiens, il y a ce charme, en effet, que j'ai envie de retrouver. Et mince, on va pas du tout le retrouver dans ce volume, vous allez voir, on va rester donc dans la Grèce antique. Fred, donc j'explore le vaisseau. Alors, parlons justement de ce premier chapitre. Est-ce que toi, il y a des salles, des moments qui t'ont un peu... qui sont un peu restés dans tes souvenirs, que tu as envie de partager ensemble? Moi, ce que je me souviens, en fait, donc, effectivement, il y a un couloir central avec différentes pièces, donc on connaît déjà la taille, parce qu'elles sont indiquées sur le plan. On comprend effectivement assez rapidement, parce que c'est une des premières portes, qu'il y a des escaliers qui montent. Moi, prudent, j'ai décidé de tout explorer avant de monter. Voilà, en fait, c'est un peu le hasard. Donc, vous pouvez trouver des pièces d'or, des pièges, des combats inutiles, vous équiper en armes. Et en fait, moi, ce que j'avais trouvé déjà, c'est quand on tombait sur un combat, donc il y a un combat où on peut tomber... pour délivrer les argonautes, on doit se défaire de 3 gardes. Il y a même un dessin qui est pas mal, et on les combat l'un après l'autre. Et dans une autre salle aussi, il y a 12 gardes en armure que l'on peut combattre aussi l'un après l'autre, avec un super dessin où les mecs ressemblent un peu à Boba Fett, mais version Grèce antique. Où, ils ont le casque qui est vraiment impressionnant, le casque hellénique, j'ai envie de dire. Et c'est pareil aussi, vous avez dans une autre salle qu'il faut crocheter. Il y a des trésors, mais il y a 6 gardes bon. Donc assez rapidement, en fait, il faut qu'il y ait déjà beaucoup de monde dans les combats. Et donc le but, effectivement, tu l'as dit, c'est de trouver des prisonniers pour nous aider, parce qu'en fait, il y a un équipage. Donc on délivre Jason et les Argonautes. Et là, à savoir, donc ils sont quand même... donc il y a Jason... il y a 10 Argonautes, dont sur les 10, il y a Achille. Et donc Jason, il y a Achille, et il y a aussi Hercule qui est là. Donc en fait, vous avez Jason, Hercule, Achille et 9 autres Argonautes, tous avec des règles spéciales. Et là, on vous dit, montez sur le pont. Ouais, il y a... Attends, je sais plus combien il y en a. Il y a... Il y a 8 pirates, et donc on nous dit de faire le combat. Donc on fait un combat en fait, on est 14 contre 8, donc tu dois faire 22 combats par toi-même avec des... Et je me dis, putain, comme introduction, quand même... Là, pour moi, il m'a déjà perdu, presque. J'ai envie de faire l'aventure, mais je vais pas la faire stricto sensu, parce que ça me gave, quoi. Je vais pas faire un combat contre 22 mecs se tapent dessus pendant 5 tours. T'imagines le nombre de tests que tu vas faire. Non, j'ai trouvé ça, en fait, complètement ridicule, en fait. Et la suite m'a un peu conforté dans ma première idée, surtout au niveau des combats. Donc, en fait, ce livre-là, on va peut-être garder ça pour la fin, mais il a autant de défauts que de qualités, quoi. Maintenant, il faut savoir sur quoi on s'arrête. Donc, moi, cette première partie, là, m'a fait un peu... Je trouve ça, en fait, mini-donjon pas intéressant. On monte avec un combat fastidieux qui ne sert à rien. Et enfin, après, j'ai envie de dire, l'aventure débute. Et là, il y a une petite étincelle qui s'allume quand même. Ouais, moi j'ai bien aimé cette première partie parce que j'ai vraiment senti la possibilité d'un livre-jeu où j'explore, je trouve des prisonniers mais ils sont pas équipés, donc je continue à fouiller les pièges, je trouve une armurerie où moi je peux m'équiper. C'est après que j'ai trouvé les prisonniers, je suis mais attends, j'ai une armurerie, attends, je vais les amener là-bas, je les équipe. Il y a tout ce côté où on prépare un peu cette bataille sur le pont, et je l'ai senti parce que j'ai fait un choix qui m'a permis justement d'avoir un objectif.
Et ça, c'est mon souci à travers ce livre, c'est quel est mon objectif. Et si on fait pas certains choix, on sait pas vraiment où on va, on erre sans vraiment avoir de destination. Donc là, j'ai été chanceux dans ce premier acte. En montant sur le pont, on voit tout de suite, bah voilà, il y a une armée de pirates, on peut tout, enfin pas des pirates, mais des envahisseurs, voilà, qui ont pris le bateau, des argonautes. Donc en descendant dans le bateau, voilà, c'est mon but, je sais, ok, il faut que je trouve les prisonniers, ceux qui sont encore vivants, les équiper et partir à la confrontation. Mais en effet, les règles étaient beaucoup trop, c'était compliqué et c'est dommage. Parce que le fait qu'on se bat avec Achille, Hercule, Jason, il y a quelque chose d'assez spécial à ce moment-là, hein, Fred. Il y a quelque chose d'assez magique, j'ai envie de dire, d'avoir des personnages non-joueurs qui nous accompagnent et qui sont des personnages emblématiques de la mythologie grecque. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de système de combat qui ait pu être beaucoup plus amusant et récompensant au point de vue de son exécution, comme quoi on sent vraiment le climax ici de cette première très grande bataille sur le pont. Et c'était un petit peu cette déception, mais mon ressenti fut quand même conquis précédemment à ça, du fait que voilà, je sentais le livre-jeu, mais tu l'as bien dit tout à l'heure, il y a ce souci où en effet on se retrouve à tout fouiller. On n'a vraiment pas trop le choix, on prend un risque si on fouille pas tout. Et c'est un peu dommage parce que finalement, le livre-jeu est un peu forcé sur nous. Où c'est juste qu'est-ce que tu vas faire en premier, mais au point final, tu les feras tous. Donc tu as juste le choix. Et c'est dommage qu'on n'était pas un peu limité là-dessus pour donner un peu, voilà, cette envie de le refaire, sa traduction. Qu'est-ce qui se passe si je vais par-ci, par-là. Donc ouais. Ce premier acte, je crois que ça installe vraiment la suite de l'aventure, parce que Herbie initialise un peu ce système de livre-jeu, c'est voici une carte, choisis ta destination. Alors une fois qu'on est aux commandes du navire, voilà, on ouvre une carte qui représente l'océan, et on choisit à quelle île se rendre. Donc c'est sympa l'illustration, c'est pas une illustration à la Ian Livingstone ou voilà ou comme les personnages de La Voix du Tigre, hein, les positions des Kung Fu. Disons que le dessin est quand même bien mieux illustré par Higgins et voilà, on choisit vraiment visuellement l'île où on veut se rendre et c'est intéressant parce qu'il y a des îles où c'est un peu comme des doigts et on peut se rendre à chaque doigt si on veut explorer. Et Fred, là vient, on peut dire quand même, ce deuxième chapitre dans l'aventure qui est un peu la grande partie, et j'ai eu des petits moments clés où j'ai eu quand même des bons délires. J'ai passé un bon moment, comme je disais un peu au début, le n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi où c'est amusant. Et je vais en parler un peu de tout ça. Est-ce que toi, tu veux commencer un petit peu sur la grande aventure de l'océan où tu t'es rendu, ou ce qui t'a un peu marqué, toi, comme île ? Oui, alors c'est vrai qu'on a une jolie carte avec des îles au design différent et des noms intrigants. Ça, c'est chouette. Sachant que oui, on a oublié de préciser, mais il y a une particularité dans la quête du Graal aussi, c'est le monde du rêve, qui est en fait pendant votre sommeil, vous pourrez gagner des points de vie, vous pouvez un peu décider de faire ça quand vous voulez, mais il y a un test à faire, en gros, vous avez une chance sur 3 de foirer, à peu près, je crois, c'est ça. Et si vous foirez, donc il se passe des événements souvent fâcheux quand même, très colorés, mais très fâcheux, et qui, la plupart du temps, donc en fait, vous perdez plus des points de vie, vous pouvez mourir que récupérer des points de vie. Donc le sommeil, c'est toujours été à double tranchant, moi je l'ai jamais utilisé. Et là, ce qui passe, c'est qu'en fait, il a utilisé le même principe, mais pour la navigation. Sachant que quand vous avez votre carte qui est très bien faite avec les îles, si vous voulez vous rendre sur une île, vous avez un test à faire. Et si vous le foirez, bah, c'est pareil, il vous arrive des événements qui sont un peu comparables à ce qui se passe dans le monde du rêve. Alors franchement, je dis pas, moi je les ai lus, hein, c'est marrant, c'est inventif, c'est souvent comme c'est des grosses galères pas bonnes pour le moral. Mais en fait, moi je trouve que ça n'apporte jamais grand chose. C'est un peu un artifice. Et pour te répondre à ta question, c'est vrai que donc là on sait qu'on est perdu dans le temps, on a toutes ces îles qui nous attendent. On a tendance quand même à lire les cartes de gauche à droite. Et moi je sais pas pourquoi, et en fait je comprends ta critique que tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait errer sans but, parce que là en fait tu parles d'une île qui est assez importante, qui est l'île perdue, qui est un peu au centre de la carte.
Et effectivement, si on ne s'y rend pas très rapidement, on comprend pas forcément ce qu'on fait dans ce monde. Et moi, j'ai pas commencé par celle-ci, j'ai commencé par l'île du dragon. Parce que c'était le plus proche. Et en fait aussi, quand je me dis, bon, je dois retourner dans mon monde, dragon, pendragon, je me dis peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a un lien. J'avais hâte d'y retourner au monde de Pendragon. Je pensais que c'était juste une introduction et ça m'a pris quand même un peu de temps avant de réaliser merde. Et merde vraiment où je m'étais fabriqué une anticipation en lisant ce livre, c'était de retrouver l'univers d'Arthur, de Merlin, et j'ai pas été... Je pense que mes attentes n'ont pas été satisfaites, quoi, et c'était un peu dommage, et ouais, ça crée un peu de frustration, mais maintenant que je le vois avec un autre œil, en me rendant compte que c'était pas du tout le but du livre, d'accord, ok, ça a du sens. En effet, je comprends pas que Herbie nous ait pas forcé de nous rendre sur l'île du milieu, qu'on comprend absolument, d'accord, il faut trouver 10 clés en or. Oui, c'est ça, il y a une espèce de porte sur cette île perdue, déjà qui est difficile d'accès, vous pouvez mourir, bref. On fait de repartir aussi. Donc il faut trouver 10 clés en or, et je crois même qu'il y en a peut-être une dans celle-ci, non, c'est pas ici. Il y en a tellement, je veux dire, il y en a où c'est des messages codés, ça c'est toujours amusant à faire, j'aime bien moi les épreuves comme ça. C'était juste la lettre précédente qu'on trouve dans ces messages codés. Il y a même un moment où il faut plier un petit bateau, Fred. Ouais, mais ça j'avais envie d'en parler. Mais je sais pas comment tu les abordes, tu veux pas qu'on les fasse une par une vite fait. De toute façon, en gros, les clés. En fait, en gros, sachez qu'il y a une clé à trouver dans toutes les îles, même dans les 5 doigts. Il y a juste l'île perdue où il y en a pas, effectivement. Je me souviens pas de toutes parce qu'il y en a, c'est ultra rapide qu'on les trouve. Mais vas-y, toi, peut-être ceux qui t'ont marqué le plus. En fait, moi, je vais pas forcément parler de clés. Si on peut parler, en fait, je vais te parler de la première, l'île du dragon. Déjà on est dans la mythologie. En fait on nous dit il y a une invasion saxonne, tout le monde t'attend, dépêche-toi, tu dois rejoindre ton monde. Ok, bon putain, je suis avec les Jason et les Argonautes, donc en plus qui ne servent plus à rien parce que dans n'importe quelle île où vous allez après, en fait ils vous accompagnent plus, ils sont juste un peu là en fond pour dire 2-3 conneries, pour vous dire ah non là faut pas y aller, ah oui faut y aller, ah non on va pas y aller. Bon en gros ils servent à rien, ils servent plus à rien, je veux dire par le combat initial, vous en entendrez plus parler pratiquement. Donc on est là à faire ces îles. Et là, effectivement, l'île du dragon, pourquoi ça s'appelle l'île du dragon? Parce qu'il y a un T-Rex, c'est logique. Il y a un putain de T-Rex qui n'a rien à faire là, mais bon, qui est là, en plus, qui est en 85, il n'est pas encore un donf sur le T-Rex actuel, il est un peu plus gros, il fait un peu moins peur, il est un peu plus grotesque, bon bref, ça c'est perso. Et en fait, le but, c'est d'avancer, de battre le T-Rex, et puis après, il y a un œuf avec un bébé dinosaure qui est pratiquement aussi balèze qu'il faut tuer. Mais en fait, le T-Rex, ses caractéristiques, elles sont tout simplement... En fait, moi, ce que je reproche dans ce livre aussi, c'est que tous les combats ou tous les ennemis sont complètement cheatés, quoi. Je veux dire, quand tu vois les caractéristiques, en fait, t'as même pas envie de faire le combat. Parce qu'ils sont tellement... Déjà, ils touchent souvent plutôt 4 ou 3. Ils ont des armes qui font des bonus de plus 5. Ils ont au minimum 50 points de vie, voire 100 points de vie. En fait, ils sont abattables pratiquement. On n'a plus de magie, on n'a plus rien. On a des armes de merde. En fait, des fois, c'est vrai que là, c'est un monde, on va dire, semi-ouvert. Mais la vraie difficulté, c'est faire les îles dans le bon ordre. Parce que t'as des trucs qui te permettent de sortir de situations et... Par exemple, si moi, je sais qu'il y a beaucoup de combats assez difficiles, hein, comme je disais, tous les ennemis sont cheatés. Et en fait, il y a une île où tu trouves un personnage qui t'accompagne pour des pièces d'or. Je sais pas si tu l'as trouvé, lui. Je pense que oui. Qui est une espèce de mercenaire. Un mercenaire, ouais. Pour moi, ça, c'est une des meilleures scènes. Et en fait, oui, ça y est, ça me revient. Justement, on le trouve dans le lit de la couverture de la nouvelle édition, l'île du crâne, qui est un endroit sinistre. On se fait attaquer on nous dit qu'en fait les ombres sont un peu bizarres, on se fait attaquer par des ombres, on pénètre dans la grotte du Cyclope, auquel on combat, qui est cheaté, on trouve une clé au fond de sa marmite. Et si on poursuit un peu, il y a Gopi, une mangouste ninja qui défait un ennemi devant nous. On nous dit en fait ce mec-là c'est un mercenaire qui coûte 10 pièces d'or par chapitre. Ce qui peut vous paraître énorme, mais en fin de compte, dans une autre île, vous pouvez être... moi, je vais récupérer 1000 pièces d'or, je crois, je sais plus comment, dans un coffre à la con. Donc, en fait, j'étais blindé. Et en fait, lui, dès que vous rencontrez un serpent ou un reptile, il le fume.
Et sachant que par exemple le T-Rex, bah, c'est considéré comme un reptile, donc en fait vous tombez face au T-Rex, il le fume, le bébénosaure il le fume, l'hydre à 7 têtes il le fume, le serpent venimeux il le fume, en fait ils fument tous quoi. Donc lui en fait oui c'est un peu le cheat code de l'aventure, mais l'île du crâne, vous n'êtes pas forcément obligé d'y aller tout de suite, et puis en plus ouais il faut encore, c'est après, à un moment on sait qu'il faut récupérer une clé dans chaque endroit, vous avez eu votre clé, bah, vous avez peut-être pas envie de pousser plus en avant et donc du coup bah là vous vous retrouvez avec à le louper quoi. Et ce qui est intéressant qui est un peu dans cette carte, c'est qu'effectivement il y a des endroits sont très très courts et moi il y a une qui était intéressante, j'ai trouvé qu'il y avait un peu le talent de conteur de Herbie, c'est l'île des naufragés et je trouve moi l'île la plus intelligente qu'en fait c'est la plus grande, même si sur le papier ça saute pas aux yeux comme ça te parle. Et pour la faire court, c'est là un peu où on voit le rapport de pourquoi Herbie il a fait appel à Jason les Argonautes. C'est que Jason les Argonautes, c'est la Toison d'Or. Et en fait, l'île des naufragés, c'est l'île de la Toison d'Or. En fait, il y a une illusion qui est autour de cette île pour cacher aux navigateurs à quoi elle ressemble vraiment. Ils pensent que c'est un écueil au bateau, ce qu'on ne peut pas accoster. Et en fait, c'est un havre de paix immense, par contre, où tout n'est qu'illusion. Et donc on trouve la fameuse Toison d'Or qui rend fou les Argonautes. C'est le seul moment où ils sont tous excités. Et comme c'est un peu sympa, on peut essayer de pécho le mouton. Et après on a plein d'infos sur cette île. En fait, on apprend que tout est illusion. Et on apprend qu'en fait que le palais ressemble à un taudis et le taudis a un palais. Donc moi, assez rapidement, je me suis rendu dans une chaumière qui était le palais. Assez rapidement, j'ai trouvé la clé. Et donc en fait, assez rapidement, je n'ai pas poussé en avant. Et en fait, je sais que dans cette île-là, il y a plein de choix. Mais en fin de compte, comme c'était pour moi, c'était un peu la fin de l'aventure et j'étais pressé de récupérer les clés, j'ai pas eu envie de pousser plus en avant. Et ça, c'est un truc qui m'arrive rarement, j'ai envie de dire. Et toi, du coup, c'est quoi ton expérience dans cette île? T'as poussé à fond ou t'as trouvé la clé assez rapidement? Pour moi, c'est l'île la plus importante de l'aventure. Hein. Ouais, elle est importante. Bah, écoute, moi, il y a une autre île où je me suis bien éclaté, en fait, j'ai bien rigolé. C'est une autre, c'est là où il y a une chaumière. Qui nous dit qu'il est plutôt énorme, la chaumière. Je lui dis, mais c'est un petit château, quoi, c'est une petite forteresse. Mais c'est ça, en fait, on parle du même endroit, c'est l'île du naufragé, c'est tout. C'est l'île du naufragé aussi. Ouais, je me souvenais plus exactement des noms des îles, mais l'expérience, en tout cas, oui. Donc, c'est marrant, parce que quand on rentre dans cette chaumière, encore une fois, voilà, on a un nouveau plan pour nous balader dans cette île. Et il y a un moment qui m'a bien fait rire, voilà, c'est en prenant un couloir, je suis face à plein de soldats, et je peux continuer un petit peu à les esquiver, les échapper, ce qui m'amène dans leur baraque, et ça me faisait penser tout de suite au moment de la guerre des étoiles où Han Solo et Chewbacca ils font les gros durs à cuire, ils courent après 2 Stormtroopers en lançant un cri de guerre, et Han Solo voilà, il finit dans les baraques des Stormtroopers, et dans les spéciales éditions de 95 ils en ont ajouté 4 fois plus, et c'est ce petit moment comique que tu dis oh merde et je me suis retrouvé vraiment comme Han Solo quoi, où il y a une illustration où Herbie même nous s'adressant à nous, Hurley / Merlin, il dit il y en a tellement que c'est ridicule, et il en profite même pour nous mettre dans cette situation hilarante où il y a tellement de gardes que c'est absolument pas possible en fait qu'il y ait autant de gardes, que même dans l'illustration voilà il y a des gardes partout, et ça m'a bien fait rire ce moment où bon bah voilà il va falloir décarpiller très vite. Tu l'as vécu ce moment toi? Non, parce qu'en fait moi c'est là que je te disais ce fameux plan. Moi, j'ai vu le plan, comme toi, là, du palais. En fait, j'ai vu qu'il y avait 2 salles qui communiquaient avec aucune des 2 autres salles, qui étaient des réduits. Et en fait, j'ai trouvé la clé tout de suite. Et donc, en fait, ce bâtiment, je me suis cassé direct. Donc, je suis pas rentré vraiment dans le bâtiment. Ouais. Moi, j'en ai vraiment profité pour me balader. Il y avait des salles avec des pièges, des gardes. Il y avait pas mal de choses. Donc, on sentait vraiment cette petite forteresse. Mais ce moment d'humour, ça m'a bien fait marrer. L'illustration, elle est vraiment super. Pardon. Ouais, c'était un bon moment et ça m'a bien fait rire. Le T-Rex qui est dans la grotte, le dragon, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il y a un T-Rex ici? Il y a Jason les Argonautes, un Toison d'Or, un T-Rex, et puis ça me vient à me parler d'un autre moment, j'en avais fait l'allusion au début du podcast, c'est une île où il y a un pirate avec son perroquet.
Petit dialogue avec le perroquet et nous, et le pirate qui se présente en tant que Long John Silver, bah voilà, l'île au trésor, qui il nous remet une clé aussi, voilà, il nous donne même plein d'argent, un coffre d'argent, il me dit, bah attends, ce Merlin, si tu veux qu'il fasse ce qu'il faut, faut de l'argent. Et il nous donne plein de thunes, justement, pour acheter ses services. Je dis, ah ouais, là, Herbie, tu t'es en plein délire, mais écoute, tu t'amuses, et ça se ressent. Donc voilà, on prend partie de l'aventure. Pip, il me fait marrer quand il parle au perroquet, le perroquet lui répond. Mais au bout d'un moment, j'avais du mal à me placer, moi. Je me dis, mais attends. Et je commençais à me faire des idées par rapport à tous ces personnages, ces détails. Et je me dis, est-ce qu'en fait, on est dans un vortex temporel? Est-ce qu'on est dans un monde, un peu ce limbo, où, à cause du sort de Merlin, plein de gens sont fait absorber, pas seulement Pip, mais nous, et des personnages fictifs et non fictifs, et on est tous là-dedans, on erre pour trouver une sortie. Et tu vois, je me crée un peu ce scénario dans ma tête, parce que je dis, mais attends, il y a tous ces détails. Ok, bon, ça doit être absolument ça. Bien sûr, c'est pas le cas, quoi. C'est juste Herbie qui s'est dit, pour ce 4e volume, j'ai pas envie de parler du roi Arthur et de la table ronde, j'ai envie de parler de la Grèce antique sur l'océan. Je suis ok, ça marche, d'accord. Mais encore une fois, ça me prend au dépourvu. Mais ouais, Long John Silver, c'était sympa. Il y a un moment qui m'a plu aussi, Fred, c'est l'île des Démondimes. Et Démondimes, ça me faisait penser un peu à des sortes de babouins très dangereux qui bougent pas, qui s'occupent d'eux, mais s'ils nous voient et si on commence à... C'est un peu comme un ours, il faut pas fuir si vous êtes face à un ours, il faut juste étirer les bras et les intimider. Là, c'est plutôt, il faut pas bouger, mais surtout pas s'enfuir. Et on va dans les grottes de cette île, et on trouve un tombeau, et c'est là où on rencontre bien sûr le maître poète lui-même, Nosferax. Alors tu vois, encore plus, ça me fait spéculer sur ma théorie de ce vortex temporel. Ah, quelqu'un d'autre du monde d'Arthur est ici. Ok, je suis pas seul. J'ai de l'espoir de rentrer chez moi. Enfin, techniquement, chez moi, ça serait d'où vient nous, Pip, le lecteur. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et qui fait de la poésie. Cette fois-ci, juste, il faut faire confiance à Nosferax, qui nous offre en plus une dague one-shot, qui est utilisable qu'une fois, mais qui tue immédiatement ce qu'elle attaque. Et voilà, il faut juste lui faire confiance, s'allonger sur son tombeau, et il lance un sortilège qui est de la poésie, et voilà, ça nous permet de sortir. Bien sûr, il y a aussi une clé qui est offerte avec ce moment-là. Donc ouais, pas mal de petites rencontres sur sa kill, mais le fait qu'encore une fois, il faut trouver ces 10 clés, bah, ça nous force à explorer ces îles, mais le voyage n'est pas chiant. Je veux dire, il y a quand même des moments où on peut se balader sur les îles. Herbie, à chaque fois qu'on atterrit, met en scène l'atterrissage, l'exploration avant d'arriver un petit peu à l'épreuve pour obtenir la clé. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi je sais pas pour toi, mais je regardais un peu le plan. En fait, moi je suis parti un peu vers le haut en faisant un cercle et je suis revenu par le bas, donc ça fait un certain ordre dans les îles. Et moi j'aurais dû dire que les îles les plus intéressantes c'était les 2 dernières. Là, c'est dont on a parlé, l'île des naufragés avec les illusions, le palais, et l'île des Mondes là avec tous ces petits singes. Du coup, cette rencontre avec Nosferax dans cette île, c'était un des meilleurs moments. L'île des naufragés, c'est sympa. Et tout ça nous amène donc à récupérer ces 10 clés pour l'île perdue, où on espère que derrière la porte se passe quelque chose d'intéressant. Et oui, donc on tombe sur Merlin, qui nous attend avec une plaie sur la tête. Il nous dit, bah en gros, t'as plus d'équipement, t'as plus rien, bah tiens, va dans la pyramide, tu vas être boosté. Par contre, méfie-toi de la momie. Oh, attends, Fred! Excuse-moi de t'interrompre, on peut parler juste, j'ai oublié, je viens de me souvenir à un moment qui m'a vraiment plu sur les îles, je viens de me souvenir avant qu'on attaque la fin. Ça m'est venu d'un coup, comme un coup de foudre. Les 2 corbeaux qui jacassent, en fait, qui se disputent sur une île, qui se questionnent justement en se disant mais non, mais un cyclope ça a 3 yeux, non ça a 2 yeux, mais non ça n'en a qu'un seul, et donc qui demandent à notre aide justement pour résoudre en nous demandant combien de yeux a un cyclope. Donc je crois que c'est Herbie qui fait un petit peu de leçon mythologique pour le lecteur, bien sûr ça n'en a qu'un seul, et ils te répondent ah ouais mais oui t'as absolument raison, mais bien sûr. J'avais l'impression que c'était les 2 petits vieillards du Muppet Show, tu sais, les critiques cinéma, critiques théâtre. Et oui, ils étaient pas sur leur balcon, ils étaient sur une branche, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mortimer, non, j'ai oublié leur nom. Mais bref, voilà, et il m'offre, justement, voilà, c'était une façon de récupérer une clé. Mais ça, tu vois, là, c'est
Là, c'est un bon moment de Herbie, quoi. Herbie Brennan, là, qui s'éclate, qui te crée des personnages, et il se dit, tiens, je vais faire situation. En fait, ce livre, ça aurait dû être intitulé Pip dans le monde des rêves. Bah, c'est vrai que c'est un peu une parenthèse, c'est un peu le navigateur sur les mers du destin de Moorcock pour Elric, mais sans le lien, quoi. C'est juste que t'as en fait des espèces d'entre-monde, dont t'as l'impression, la Grèce antique, oui, avec le Long John Silver, les T-Rex, les momies, tout va bien. Alors ouais, tiens, reviens-en à cette pyramide avec cette momie, Fred. Parce que là j'étais le mec au bout d'un moment, je passais, tu sais, je me grattais la tête, j'étais un petit peu comme le gorille, tu sais, avec le livre dans la main gauche et la main droite qui se gratte le dessus de la tête, du genre, mais où est-ce qu'on se rend dans ce livre? Je comprends pas ce qui se passe. Bon, d'accord, Herbie, emmène-moi, j'essaye plus de comprendre ce qui se passe. Je vais juste subir ton imagination bien plaisante. Oui, puis là, en plus, Herbie, on peut pas lui cacher, c'est qu'il fait des bonnes descriptions. Voilà, je veux dire, au niveau littéraire, il fait un effort et c'est sympa. Il y a un petit peu d'humour. Moi, je me souviens de la réflexion autour des femmes qui font leur lessive, comme quoi les hommes évitent ce genre de situation. Bon, il le tourne un peu différemment, mais bon, c'est assez drôle. Et donc là, on se disait, tiens, bon, une pyramide, à l'intérieur, on va être boosté, donc on va avoir une mini-quête. En fait, la pyramide, c'est une salle. On vous dit, méfie-toi de la momie. T'es obligé de tomber dessus. Elle te sort une phrase débile. Elle est complètement cheatée. Je crois qu'en gros, elle t'empoisonne. Tu perds 5 points de vie par tour. En plus, à chaque fois qu'elle te rempoisonne, donc en fait, tu peux perdre 10 points de vie, 15 points de vie ou 25 points de vie. Attends, la momie, elle dit pas salut mon gars ou un truc comme ça? Ah oui, elle dit salut pigeon. Oui, salut pigeon. En gros. Salut pigeon. Tu t'es bien fait avoir, quoi. Et ouais, donc, en fait, donc cette quête est très, très rapide. On peut même pas éviter la momie. Donc, Merlin sur le coup, nous a rien dit. C'est pas cool. Et tout ça pour récupérer un bâton. Très bien. Téléportation immédiate dans le monde d'Avalon. Bon, bref, donc il y a ce troisième acte qu'on attend, donc le cœur du bouquin, notre objectif, à stopper l'invasion saxonne, récupérer surtout, genre on a cru comprendre qu'en fait Excalibur était très important, donc je pensais qu'on allait devoir trouver Excalibur en temps imparti avant que la bataille n'ait lieu, tout ça. Et en fait, on se retrouve avec un chapitre final. En fait, c'est le chapitre final, hein, qui nous met un peu l'ambiance de la bataille, les choix d'Arthur, les Dana, les critiques Merlin, les Saxons, les nanas. Et en fait, nous, on apparaît, super-héros, le bâton de pouvoir dans les mains, et en gros, d'un seul geste, on met en déroute les Saxons. D'accord. Et d'accord, mais en fait, je suis complètement perdu pour le coup, parce que moi, je pensais que c'était l'aventure que j'ai fait, la navigation, ce n'était qu'un intermède. Je pensais que la vraie aventure, c'était l'invasion anglo-saxonne, donc moi, il y a un truc que je comprends pas dans cette aventure, et toi? C'est la fin. Salut pigeon. J'ai l'impression que c'est Herbie gentiment qui nous taquine, quoi, avec cette momie, quoi, qui nous dit haha, bah voilà, tiens, allez en route pour les livres 5. Encore une fois, c'est dommage que Herbie, je trouve qu'il ait pas épanoui son monde là-dessus, quoi, de juste nous dire, ah bah c'est Pip, tu te réveilles d'un coup. Tu vois, une fois que t'as battu la momie, tu te réveilles et en fait tu te rends compte que t'as été ensorcelé, je sais pas, par Mordred ou quelqu'un, tu vois, t'étais coincé dans ce monde des rêves parce que ça permet d'utiliser le monde des rêves qu'il y a dans chaque quête du Graal. Et ce 4e volume, bah en fait, voilà, c'est l'épanouissement du monde des rêves, c'est toute l'aventure se place dans ce monde. Bref, non, c'est pas le cas. C'est juste un vortex, on est dans un autre temps, une autre période. Herbie peut-être qu'il a besoin de se rafraîchir les idées, il a besoin d'écrire autre chose, donc voilà, en espérant qu'on retrouvera un petit peu plus de Pendragon dans ce volume 5. Mais ouais, c'est la fin, on lit ce paragraphe, et puis écoute, ça aboutit l'aventure. Alors Fred, bah sur ce moment, je te propose, voilà, sans plus tarder, tiens, il y a un quai là, il y a une petite taverne qui s'appelle la Toison d'Or. Je te propose qu'on rentre à l'intérieur, qu'on se pose avec des cow-boys, des pirates, des chasseurs de primes mandaloriens, et là-bas il y a des joueurs de jeux de rôle. Voilà, c'est un mélange hodgepodge. Mélange de tous les univers ensemble dans la taverne au bout de la voie temporelle. Et puis je te dis à toutes. Hey, where am I? You wanna know where you are?
Alors écoute mec, voilà, on se pose. Garçon, s'il vous plaît, la chartreuse. Alors ouais, écoute mec, faisons notre critique. Qui veut aller en premier? On fait quoi? On fait le lancer de pièces? Bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai un jeton qui me présente Athéna et sur l'autre côté la quête du Graal. Je suis vraiment sérieux. J'ai un jeton là sous les mains. Allez, je fais sauter. Ah, Athéna. Vas-y, t'y vas en premier. Ouais, ça me fait plaisir de retrouver Herbie. Je connais un peu ses qualités, ses défauts. C'est pas qu'on était hermétique à son humour au départ, mais bon, on n'était pas complètement rentré dedans. Et j'ai envie de dire que ça résume un peu mon aventure avec Herbie, c'est que je reconnais beaucoup de qualités, je le trouve très inventif, je trouve qu'effectivement il écrit plutôt pas mal, il sait mettre des ambiances, il se prend pas trop au sérieux, il joue avec son lecteur, il prend pas ses lecteurs pour des cons. Mais malheureusement, moi je trouve qu'il a d'autres défauts, c'est que ses règles elles sont pas calibrées, je sais pas comment expliquer ça d'une autre façon, ces règles ne matchent pas avec ses univers, c'est trop difficile ou trop compliqué ou il y a pas de... Je trouve que par exemple dans ce livre-là, c'est vraiment flagrant. Tous les ennemis sont trop puissants, quoi. C'est comme je disais, on n'a plus notre épée, on n'a plus nos pouvoirs, on n'a plus notre équipement. On peut récupérer des trucs dans l'aventure, ouais. Bah on a des, mais c'est pas non plus de ce niveau de puissance. Et moi, en fait, il s'est fait plaisir. Donc moi, j'aimerais bien être emporté avec lui. Moi, je trouve qu'en fait, il a une fraîcheur, il a une espèce de naïveté juvénile quand il écrit Herbie qui peut t'emporter. Mais malheureusement, moi, je la trouve un peu foutraque et j'arrive jamais vraiment à totalement être happé par ces histoires. Parce que pour moi, ça fait trop melting pot, trop mini-mélo, trop mishmash, comme t'as dit. Et là, en fait, il m'a un peu perdu dans cette aventure, somme toute, où il y a des moments sympas. Oui, je repensais les statues de l'île de Pâques, l'hôtel avec le combat contre l'hydre, les sirènes, le moment où en fait dans l'île des sirènes, si tu prends à l'ouest, je me souviens c'est exact, tu peux monter dans un bateau, ce bateau t'emporte, t'en as parlé, et en fait tu te retrouves isolé dans une île. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de construire un bateau en papier, parce qu'en fait dans le bateau qui t'a emporté, t'avais un espèce de long parchemin tellement énorme en fait qui permet de faire un papier. Et en fait, t'as carrément un manuel des instructions fait par Herbie je dis des conneries, mais en 56 étapes. Un truc de malade, qui te demande au fait de faire un bateau et que surtout il faut absolument le faire, si tu le fais pas, tu restes sur ton île. J'ai trouvé ça très sympa comme idée. Combien de joueurs l'ont fait ce bateau? Tu vois ce que je veux dire? Autant encore des années 80, je me dis peut-être c'était nouveau, les gens ils avaient du temps, tu pouvais rester des jours, des semaines sur un bouquin. Et maintenant là, je mets au défi s'il y a un auditeur franchement qui a fait la quête du Graal, parce que c'est quand même une saga qui est connue et populaire, que les gens ont un bon souvenir. Si quelqu'un l'a fait ce bateau, qui témoigne à l'antenne, ça nous ferait plaisir d'avoir son témoignage. De déjà trouver une feuille carrée par un post-it, de ce que je veux dire. Bref. Et en fait, je trouve que c'est toujours ça, Herbie, c'est des bonnes idées, mais une application qui laisse à désirer. Et en fait, il s'éparpille un peu trop et du coup, il loupe quelque chose dans... Il se fait plus, des fois, je trouve qu'à l'écriture, il se fait plus plaisir à lui-même qu'à son lecteur, parce qu'en fait, il se fait son petit kiff à lui. Là, il voulait parler de mythologie gréco-romaine. Il se fait, vas-y, fuck, navigateur des mers du destin, multi-univers, je vais les embrouiller, des héros partout. Allez, vas-y, c'est les héros, tous les ennemis vont être super balèzes, et puis que je te mets un peu de ci, un peu de ça, puis je vais rajouter de ci, puis de ça. Ouais, c'est sympa, c'est cool. Mais effectivement, As, tu peux... Les clés, des fois, tu sais même pas elles servent si tu le sais pas. C'est vrai que si tu vas pas sur l'île perdue, tu sais pas pourquoi on te demande de récupérer toutes ces clés à la con. Et à la rigueur, si tu sais pas que tu dois récupérer une clé dans toutes les îles, bah tu t'attardes pas. Et tu reviens, et tu tournes en rond, et voilà. Donc, je suis un peu mitigé, en fait. Et pour être franc avec toi, moi, j'étais plutôt très déçu. Parce que je trouve que là, le côté fourre-tout est vraiment trop fourre-tout et m'a vraiment, en fait, sorti d'histoire. Mais ce qui rattrape l'ensemble et qui me dit qu'en fin de compte, j'ai quand même lui donner une note positive, c'est les dessins. Parce que les dessins, je les trouve excellents et je trouve qu'ils mettent vraiment une ambiance. Et il y a même des cabochons qui sont faits spécifiquement pour des scènes. Et en fait, je trouvais que, bon, allez, on peut quand même passer une bonne aventure avec Herbie, que c'est quand même une histoire plaisante, mais tout juste, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien, je vois, ouais. On partage beaucoup du même ressenti de l'aventure. Ouais. Tu lui donnes combien alors, t'as dit au total? Bah, je lui donne un tout petit 3. Un tout petit 3. Un 2.75, c'est ça? En fait, j'aurais donné un 2,
Allez, un 2, et puis il est à dire que les illustrations sont vraiment je trouve que ça rajoute vraiment un plus, donc du coup, bah, je lui mets 3. Mais je suis quand même un peu... je suis un peu déçu par cette histoire, quand même. Écoute, moi, j'y vais en reculons. Et le fait qu'on ait choisi Herbie, c'est parce qu'on aime Herbie. On aime beaucoup ici au podcast ses aventures. On a passé beaucoup de temps dans son univers. Et oui, on peut y trouver pas mal de défauts, mais il y a aussi pas mal de très bonnes choses, quoi. De très belles choses que Herbie a. Et ici, j'étais un peu confus sur cela. Donc j'ai un peu cette passion, tu vois, de Herbie Brennan, de passer toujours un bon moment avec lui, et qui est contrariée en fait par cette aventure sur son écriture. Comme je vous l'ai dit au début, à toi Fred, que j'avais une anticipation, c'était de retourner dans le monde du roi Arthur, des Chevaliers de la Table Ronde, de retrouver ces personnages, parce que le plus longtemps on fait un livre-jeu, surtout c'est rare, enfin c'est pas souvent. C'est pas souvent qu'on joue à des livres-jeux où c'est consécutif, la suite, donc on crée des relations, des liens. Et j'avais hâte justement de continuer à trouver ces personnages, et voilà, c'est un 4e volume. Bref, les 3 précédents m'ont vraiment pas scotché, mais je donne toujours une opportunité, une chance, il faut que je commence d'un pied frais chaque aventure. Et là, tu vois, c'était un peu l'aliénation, comment on dit, Herbie m'a aliéné. Il m'a vraiment pris comme une machine à peluche à la foire, avec des pinces, et pouf, voilà, il m'a mis dans un trou, un vortex où je voyais pas du tout la sortie, et quand j'ouvre les yeux, bah voilà, je suis en Grèce antique, à bord d'un vaisseau, et voilà, je suis constamment en train de chercher de rentrer à la maison, et ça m'a pris un peu de temps, je veux dire, au bout d'un moment, je suis bon, ça fait pas mal de pages que je lis là, j'imagine que, ouais, ok, d'accord, ça va être à la fin du livre, un truc comme ça. Et quand j'ai rencontré Long John Silver, les corbeaux qui parlent, je pensais que j'allais voir un corbeau et un lièvre, une tortue, je pensais qu'il allait y avoir les fables de La Fontaine, des corbeaux qui se causent, je me dis, ok, c'est, encore une fois, c'est ce vortex temporel, de conte de fées, d'imaginaire. Non, c'est, comme t'as dit, c'est Herbie qui se tape ce délire, et je l'ai vraiment senti, et ce que je me suis retenu de dire pendant l'émission, c'est que j'étais quand même un peu agacé sur l'écriture d'Herbie quand il colorise un peu ses textes. Donc c'est la façon de Herbie, c'est Herbie qui te parle. Et au bout d'un moment, j'avais de dire, Herbie, s'il te plaît, arrête de t'ajouter de la saveur à tes textes, juste lis-le, dis-moi ce qui se passe dans l'aventure, dis-moi où j'en suis, où est-ce que je me dirige, décris-moi le monde s'il te plaît, décris-moi la salle, donne-moi les 5 sens, ça sent quoi ici, visuellement je me sens comment, Pip il est fatigué, et ça manquait, et tu sens que comme t'as dit, Herbie se fait plaisir, il passe plus de temps à nous dire « Hey, t'as vu, je t'ai dit, c'était juste, mais finalement t'as réussi, comme quoi c'était à 2 mm, presque 1 mm, Herbie c'est bon, j'ai compris, s'il te plaît, juste continue à me raconter ce qui se passe. » Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, tu vois, un peu plus même, où je me dis, Herbie, je t'aime, mais s'il te plaît, reste sur l'aventure. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Et donc ça m'a pris un petit peu de temps à m'adapter. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de saveur comme ça, un peu trop du mot de l'auteur ajouté. L'aventure, recherche de 10 clés, moi j'ai pas de bol, Fred. J'ai trouvé l'île, je me suis dit, je vais faire l'île au centre à la fin. Donc je trouve 10 clés, j'ai joué assez de livres jeu pour comprendre que, d'accord, ok, il va falloir que je trouve un nombre de clés. J'étais à ma 6e clé, 7e clé, je me dis, mais attends, mais il y a 10 îles, va pas me dire qu'il faut que je trouve 10 clés quand même. Et si, je dis, oh là là, c'est lent comme quête, et puis finalement ça m'oblige à tout explorer, quoi. Ça me permet pas de redécouvrir ce livre sous une autre lumière beaucoup plus tard, quoi. Une fois que c'est lu, c'est fini, hop, c'est dans la bibliothèque, je vais jamais le relire. C'est dommage. Et puis cette fin avec la momie qui me dit salut pigeon, j'aurais pigeon bien dit, ouais, je me suis fait avoir, quoi, clair et net. Donc, et pourtant, malgré un peu ces déceptions, tu vois, il y a quand même un petit peu de la magie d'Herbie qui opère, et c'est ce que j'ai voulu partager précédemment en racontant l'histoire avec vous, voilà, je dis ce soir, dans la nuit, c'est plus romantisé que de parler d'un livre dans la pleine journée, quoi. Donc voilà, autour du feu de camp, j'ai quand même passé un très bon moment, malgré, voilà, il y avait ces défauts-là. Et j'ai quand même hâte de lire ce 5e volume. Je vous l'admets, je n'ai plus cette approche à reculant en allant vers les quêtes du Graal. J'ai vraiment envie de lire le 5e, et je pense que je suis confronté à cette envie parce que j'ai eu un peu cette déception ici qui n'a pas été acquise, c'est de retrouver Arthur et Merlin et tout le monde. Et j'ai hâte. Et donc voilà, je suis prêt pour le 5e volume, je suis chaud, je suis partant. Et j'espère que je vais retrouver un petit peu ce plaisir. Et surtout,
qu'on puisse un peu retrouver le système livre-jeu. Et pourtant, là, il y avait d'autres exceptions. Tu sais, on a quand même, comme t'as dit, Hercule, Achille, Jason. Merde, ils viennent jamais avec nous à chaque fois sur une île. On se retrouve paumé tout seul. Ça aurait été l'occasion de les garder avec nous parce que purée, comme t'as dit, les boss, les combats sont un peu abusifs. Mais bon, j'ai trouvé des sortilèges sympatoches. Mais même, c'était trop compliqué. Et j'avais encore une fois trouvé ce défaut d'Herbie, c'est les combats. Il se complique la vie, comme on a lu déjà dans plein d'autres œuvres, hein, une autre série qui a un Astérix à côté de son nom. Et c'est dommage que Herbie se concentre pas, je sais pas, dans ce cas-là, fais venir quelqu'un avec qui tu travailles, appelle les potes Livingstone et Jackson, quoi, ou appelle l'américain Jackson, demande-leur, les gars, j'ai besoin d'aide là sur mes systèmes de règles, ça va pas, je suis toujours en train de le rebooter, je fais partir mon joueur d'un niveau frais, je lui enlève tous ses pouvoirs pour qu'il commence tout frais. Tiens, on n'a même pas parlé du dieu magma là qui se cache dans un volcan qui fabrique une armure qui avait 1000 points de vie, un truc 100 000 points de vie, bref, je me souviens plus. Mais bon, c'était encore un mini-jeu de combat quoi pour pouvoir obtenir une armure. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu de rafraîchissement là-dessus. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on a senti aussi dans L'Eau Ardent, c'est cette fatigue Kirby a quand il écrit des sagas. T'as l'impression qu'il s'ennuie, il a besoin d'écrire autre chose. Moi, ça me dérange pas si Herbie a envie d'arrêter une saga en plein milieu. Vas-y, mec, commence quelque chose de nouveau, fais-toi plaisir. À quoi ça sert que je lise quelque chose où on sent que tu te fais chier? Et je sais pas si c'est le cas ici, ou peut-être c'est le contraire, comme t'as dit, Fred, il s'éclate, on est carrément dans son univers. Mais voilà, quoi, c'était pas réciproque, si c'était en effet... Herbie qui s'éclatait, moi je m'éclatais pas autant. J'ai passé un moment fort plus agréable que les 3 premiers volumes qu'on a lus précédemment. En effet, je dirais que ce 4e opus, il y a quand même une énorme frustration, mais voilà, des 4, c'est quand même celui que je préfère du lot. Quand je dis attention préfère, ça veut pas dire du genre ah ouais, je le relirai bien plus tard. Non, je suis content vraiment de l'avoir lu, c'est suffisant. Je garde quand même un bon souvenir et je suis quand même content du voyage que Herbie m'a offert. C'était quand même une expérience unique. Et il y a eu des moments où je me suis bien marré. Les 2 corbeaux qui se causent. Long John Silver. Moi, j'étais là, j'aimerais lui dire mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Qu'est-ce que tu fous dans la quête du Graal volume 4 donc, à le noter... 2.5. 2.5. On fait pas de 0.5. Donc, si on me dit non, pas de 0.5, bah 2. Mais 2.5, parce que ouais, il y a de l'amusement, mais c'est pas assez, parce qu'il y avait pas, en fait, le fait qu'à chaque fois qu'on va sur une île, on recommence c'est un peu comme si on recommençait à zéro, on déconstruit tous nos accomplissements, tu vois, tous nos PNJ, tous les gens qui sont avec nous, on garde juste nos armes et armures, mais on construit pas vraiment un historique de pipe, on cherche juste des clés et point barre, il y a pas vraiment un monde où nous, on est en train de l'affecter. On est plutôt en train de chercher une aiguille dans une botte de foin, à chaque fois sur une île, voilà, il faut trouver. Mais il n'y a pas ces liens, ces relations qu'on se fait avec Merlin, et tu sais, il nous reparle par la suite, ah ouais, t'as conquis ceci, t'as fait cela, c'est le grand Pipe, tu sais, c'est pas n'importe qui vient nous rendre visite. Non, c'est fini, quoi, et je trouve ça dommage qu'on ait perdu un peu notre réputation, que tout recommence à zéro. C'est dommage. Voilà, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, Fred, là-dessus. Bah, ça se finit quand même, Pip est le plus grand des héros, dit par Arthur, donc on est... Ouais. Mais en fait, c'est vrai que Pip, là, est un peu une coquille vide, parce que... Bon, c'est vrai que même lui, en fait, oui, on repart à zéro, c'est un intermède dans la quête, donc c'est un peu bizarre, donc j'espère qu'en fait... moi, j'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelle la quête du Graal. Pour l'instant, je n'ai pas compris pourquoi ça s'appelle la quête du Graal, parce qu'on n'en parle jamais. Donc peut-être que c'est à la fin... Même pas acheté un bouteille, je pense. On va voir ce qui se passe. Ouais. Et bon, voilà, bref, écoutez. Allez, Fred, quittons la taverne, reprenons... Oh merde, regarde, on a piqué notre bateau, il nous reste qu'une petite barquette. Le bateau en papier qu'on a mis 5 semaines à faire. Non, mais je l'ai regardé quand même, ça m'a intrigué. Bon, je pense que c'est tellement détaillé que c'est faisable, mais putain... Alors attends, j'ai un sortilège. Abracadabra, agrandis-toi. Tiens, regarde, maintenant c'est un grand bateau en papier. Chouette. Allez, monte à bord. Amène la platine à vinyle et la batterie. J'espère que t'as pas oublié l'étape 45, parce que si tu l'as oublié, celle-ci, on est dans le caca. Écoute, Fred, tu vas te rendre immédiatement au 14, ok ?
Ah non, mais attends. Je l'ai même pas lu, tiens. Je suis mort deux fois dans l'aventure, mais je suis pas tombé au 14. Tiens, attends, monte à bord du vaisseau, on va se faire le 14. Alors, t'es prêt, Fred? Yavol. Allez, je vais faire de mon mieux. Je m'excuse d'avance si je fais quelques erreurs. Ça y est, Pip, c'est fini. Vous voilà écrasé sous l'impitoyable talon du destin. Vous avez trépassé, avalé votre bulletin de naissance, passé l'arme à gauche. En bref, vous êtes un aventurier mort, archi mort. C'est assez amusant de mourir en fait. D'abord, vous pouvez recalculer vos points de vie. Ensuite, vous allez repartir de zéro. Vous avez bien entendu perdu tout le matériel, armes, équipements, sortilèges, butin, trésors, tout ce que vous avez pu amasser, ce qui est bien dommage. Mais, comme vous vous rappelez, sans aucun doute, où vous aviez trouvé, vous pouvez toujours en vitesse dans toutes les sections pour vous les procurer de nouveau. Contrairement à ce qui se passait lors des précédentes aventures de la quête du Graal, d'ailleurs, les monstres que vous avez pu tuer sont ressuscités et vous attendent pour vous sauter dessus dans leurs paragraphes respectifs. Mais comme ce n'est pas la première fois que vous aurez affaire à eux, ils ne disposeront plus que de la moitié de leur point de vie d'origine, ce qui vous confère un net avantage. Maintenant, ne vous attardez pas sous le signe de la mort, démarrez en trombe, comptez vos nouveaux points de vie, de façon à pouvoir vous lancer de chef dans l'aventure. Ah oui, donc en fait il faut crever pour passer en mode facile, quoi. Oui, non, mais en fait, oui. Moins 50% de vie à tous les ennemis. Oh bah mince. Que t'as déjà croisé. Hein. Et puis je me suis aussi fait mordre par un scarabée qui m'a donné une main enchantée sortilège qui permettait... Oui, en fait tu deviens multicolore et t'as un bonus multicolore. Mais... Tu vois, il y a tous les idées du monde du rêve. Je sais pas pourquoi Herbie il a pas profité de ça. Il a créé le monde des rêves dans sa saga quête du Graal. Pourquoi pas avoir fait cette aventure où Pip est endormi, on est juste coincé dans le monde des rêves. Et à la fin, on se réveille, c'est Arthur, tu sais, qui nous bouge l'épaule, qui fait « Hé, les Saxons, ils arrivent !» Tu t'es là, oh merde, oh purée. Tu vois, tu stresses un peu, voilà, volume 5 en route, quoi, pour attaquer les Saxons. Je sais pas. Bref. Bon, Fred, allez, nous voici sur notre bateau au papier, on vient de lire le 14, recommençons à lire l'aventure, en mode facile, tout le monde est ressuscité, on a tout perdu, go fuck yourself. Allez. Et puis Fred, profitons-en pour remercier nos argonautes. Oui, sans qui rien ne serait possible. Nos argonautes, nos aventuriers, nos héros, nos compagnons d'aventure, nos bras cassés, ceux qui nous soutiennent, nos Patreons. On va commencer par nos héros, comme d'habitude. Yes, allez, c'est parti, discutons de nos héros. Le tout premier, l'argonaute, historien, chef de l'équipage, nul autre que Damol. Suivi de Gunbar, toujours avec nous, toujours présent, toujours récent, et on le salue grandement. Au tambour, pour créer le rythme de croisière, au tambour, bom, 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 nul autre que Darthnilius lui-même, Jean-Christophe Comon. Toujours suivi de Kiki Momo, toujours la pêche, Kiki. Ouais, attention, Oni d'Aigle, l'Orkéane. Un nouveau venu que j'ai envie de prononcer, MB. Hi MB, how are you? Hello MB. Attention, avec les canons, ou plutôt les arcs et les flèches en feu, prêts justement à attaquer ceux qui osent nous aborder, Ames, le jouquineur. Ensuite, j'ai envie d'innover pour Simon, qui est de passer de Terminator au lance-missile Cyclone, qui est carrément maintenant For the Emperor, lequel on sacrifie 100 psycheurs, 1000 psycheurs tous les jours pour qu'il puisse être vivant. Notre Simon, notre cousin canadien, qui nous manque. On le salue bien bas, il est invincible. Tout ça. Attention, celui qui tient la carte, le navigateur de notre bateau, Entezaz. Toujours fidèle au poste et toujours sympa à annoncer, le docteur Yo. Les argonautes, les guerriers, il leur faut bien un commandant. Nul autre que la muraille. Et on finit par Sébastien Bellisi. Merci à tous. Allez, sur ce, on vous dit à très bientôt. Passez un excellent mois de juillet, d'été. Éclatez-vous bien tout le monde. Et puis, on se dit à la rentrée. Salut. Oui, bronzez bien, mais pas trop. Et en pleine forme pour la rentrée, le deuxième début d'année.
Private attention.